Donc bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Tour de plaine et en même temps je vais vous parler, on va enfin faire la vidéo des bilans des moissons d'été 2024. Vous parler des rendements que j'ai fait, etc. Et de ce que je compte faire pour la suite. Donc là on commence tour de plaine entre comparatif variété achetée et semée dans un couvert naturel. Enfin c'est la prairie qui avait repris le dessus, on avait semé comme ça. Donc on voit bien que on avait eu des gros dégâts de limaces de toute façon, vu la flotte qu'on avait pris, on pouvait pas retourner dans le champ, ça servait à rien. On montrera des vidéos de drone pour comparer les deux parcelles, c'est assez impressionnant. C'est aussi pour montrer quand on fait le comparatif de ce qui se passe en fait quand on met pas d'engrais sur une variété hybride et quand on met pas d'engrais sur une variété population. Donc on en met très peu parce que sur tous les maïs cette année, il n'y a pas eu de fertilisation après. Donc il y a eu une fertilisation en microgranulés, oui c'est ça, microgranulés au SMI, 50 kg au SMI, du 15-45 avec 1% de zinc, c'est ça la formule. Donc 50 kg, donc en fait ramené à l'hectare et ça fait 7 unités 5 d'azote à l'hectare, autour des 17 de phosphore. Plus, je sais pas, vu que c'est un pourcentage, amusez-vous dans les commentaires si vous voulez calculer la proportion de zinc que j'ai mis à l'hectare. Mais en gros, comparé à tout système conventionnel, c'est ridicule. 7 unités 5 d'azote pour un maïs, je l'ai juste mis au SMI. Pourquoi on l'a mis au SMI? Parce que le but c'était qu'il n'y ait que le maïs qui en profite. Parce que dû aux désherbages qui sont compliqués, c'est souvent ça. Au printemps, le problème c'est, même en SMI direct de manière générale, la problématique c'est de gérer le désherbage. Et donc c'est pourquoi on met on met que de l'engrais starter déjà d'une. On le met que dans le rang et ensuite on n'en met pas après. Si on peut on en met après, mais nous cette année on n'en a pas mis parce que vu que les désherbages étaient compliqués, vous avez des levées de graminées dans l'inter-rang et en fait si vous remettez derrière avec un passage d'ameau ou un passage de d'urée, vous donnez de l'engrais plus régras, panique, etc. que vous en donnez au maïs. Donc au final, après, ça fait concurrence et votre champ est envahi. Ça nous permet de mieux gérer l'enherbement. Surtout cette année, de pouvoir faire le comparatif entre variété population et variété hybride achetée. De voir que, après, sur le variété population, c'était un précédent lin, donc on sait que, précédent lin loupé, qu'on n'a pas gardé et qu'on a mis en maïs. Donc on sait que le lin, par ses racines, ce qu'il diffuse dans le sol, il perturbe la prolifération des limaces. Donc c'est peut-être une des raisons de pourquoi on n'a pas de limaces. Mais quand même, comparé à la variété hybride, qui est c'était un couvert naturel, quoi. C'était la prairie qui avait repoussé un champ avant qui était en prairie, donc du trèfle et des graminées style dactyle et poussent naturellement. Et juste passer un coup de glyphosate, se met comme ça dans le champ parce qu'on n'avait pas pu y aller ni automne 2023 ni hiver 2023 pour y semer quelque chose. Donc on a dit tant pis, ça attendra un futur maïs. Et donc on verra, 2-3 pieds de maïs à côté de moi, mais on montrera avec les vues de drone ce que ça donne, le comparatif. Mais à mon avis, il doit être flagrant. Et surtout sur la hauteur du maïs, on va passer dans le champ de maïs population. Voilà, tu peux vite faire montrer derrière moi, on voit que le maïs, pareil c'est mon caméraman qui m'a fait la remarque, il m'avait dit oui mais quand les gens ils parlent de la taille de ton maïs, ils oublient de dire que tu es grand. Donc pour ceux qui ne se rendent pas compte, je fais quasiment 1,90 m. Donc quand j'ai du maïs qui est au bout de mon bras, il fait 2,50 m le maïs. Donc voilà, mais là il fait 2 mètres, mais sur la majorité du champ le maïs 1,60 m. Mais en gros il fait 1,60 m, 1,80 m dans tout le champ, quoi. Et là on a du maïs qui est à plus sensiblement à 2,50 m, 3 mètres. Ouais, voilà quoi. Et surtout, je l'avais semé. La différence entre l'autre, c'est que vu que c'était de la variété certifiée, on essaye de rentabiliser la semence à un maximum. Donc on essaye de pas trop en mettre non plus. Donc on est à 200 € de l'hectare en semence. Donc 200 000 pieds hectares avec des doses à 100 €. À 100 000 pieds hectares, pardon, avec des doses à 100 €. Donc ça fait grosso modo 200 € de semence. Et là, vu que c'est de la variété population et que c'est de la semence fermière, j'avais forcé un peu plus, j'avais semé à 124 000. Donc là, on peut voir, vu qu'il y a beaucoup moins de dégâts de limaces dû aux pluies qu'on a pris aussi. Voilà ce que ça donne en variété population. Et il y a eu la même fertie. Il y a eu la même fertie que, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut voir. Donc on est toujours 28 septembre. Ça permet de voir la fécondité des épis. Voilà, les épis, ça donne ça. On avait un troisième, mais celui-là, il n'ira pas loin. Donc on voit qu'en variété population, ça arrive quand même à faire 2 épis. Donc on voit qu'on a quand même des belles pommes par rapport au peu d'engrais qu'on a mis. Et on voit surtout qu'il y a des épis beaucoup plus gros qu'en variété hybride. Parce que c'est ça, mon observation dernièrement, c'était ça. C'était que les variétés hybrides, certes, elles ont des potentiels de rendement bien plus hauts. Par contre, est-ce que ça atteigne ce fameux potentiel de rendement? Et vous êtes obligé d'arroser un maximum en engrais. Tandis que les variétés population, elles ont des potentiels de rendement beaucoup moindres. Par contre, en fonction de mes potentiels de terre à moi, j'atteins beaucoup plus vite
mon potentiel avec une variété population, je parle en maïs, qu'avec une variété hybride parce que je suis obligé d'arroser et avec nos sols très humides, les conditions météo de l'année, enfin de ces dernières années, que ce soit très séchant ou très humide, on a des gros problèmes déjà pour pouvoir rien qu'appliquer les apports d'engrais et ensuite qu'ils soient rentabilisés sans être lessivés par les fortes pluies. Les conditions en gros d'épandage deviennent de plus en plus compliquées. Donc à mon sens, la quasi-totalité, voire la totalité du maïs est faite pour nourrir l'exploitation. Donc pour le foutre en ensilage ou en maïs humide, il n'y a pas besoin de mettre des frais extraordinaires à monter comme certains. Si on calculait, je pense, si on calculait le prix de l'ensilage, du travail du sol et compagnie, grosso modo, on doit être à 800 € de l'hectare pour un maïs ensilage. Et encore, je suis plus proche des 900 voire des 1000. Il y a certains, s'ils calculaient avant de semer, je pense qu'ils ne s'aimeraient pas. Même prix de l'aliment aujourd'hui, il vaut mieux acheter de l'aliment certain que de semer du maïs. Là, sur cette parcelle-là, par exemple, tout compté, j'ai à moins de 300 € de l'hectare. Triage de semences, engrais starter, main d'œuvre, et ça va monter. Soit je serai autour des 280-250 si je le moissonne, et je serai à 300-350 si je l'ensile, quoi. Donc voilà. Mais on voit quand même. On arrive quand même à avoir des beaux maïs quand même, parce que là on est au bout de ma main. Le bout de ma main c'est 2,50 m, il y a quand même par endroit pas mal de maïs qui atteignent les 3 mètres. On voit que l'enherbement, malheureusement il va falloir gérer l'enherbement, mais peu importe la technique cette année. S'il est un peu versé, c'est parce qu'on a pris des intempéries et qu'on est sur une butte. On a pris 110 mm en une semaine et demie, donc on arrive à un cumul de millimètres semblable à l'année 2023 où on était à 2023 à 1300 mm sur l'exploitation là. Alors qu'en 2022 on était à 700 et que la moyenne sur 10 ans c'est 800 mm. Donc 1300 c'est un peu beaucoup. On n'a pas les terres pour absorber suffisamment d'eau normalement. Et là on peut voir que pour du semi-direct en plus. Donc je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, écartement 37,5. Là en variété population 124 000 pieds hectares. Bon, il y avait un peu de triage, la variété population c'est quand même plus compliqué à trier qu'il y a des bouts d'épis, des machins. C'est plus compliqué de faire propre dans la moissonneuse. Là se met un peu de bouts d'épis, un peu de grains cassés, donc peut-être un peu de perte de osmie, mais on est à au moins 120 000 pieds là. Bon, maintenant on va essayer de sortir du champ sans trop se perdre. Donc là c'est pour ceux qui disent ouais en semi-direct le maïs est toujours plus petit. Alors l'une des raisons c'est parce qu'il peut pas, c'est que la majorité sont semés en variété hybride et que donc il faut stimuler avec des gros dosages d'engrais hectare. Bon, j'ai une autre variété en maïs population, ça c'est une variété population mais jaune, et le maïs que tout le monde connaît quoi. Tandis que j'ai une autre variété qui est du rouge basque, le grand roux basque, c'est ça en français, je dis pas de bêtises. Et lui j'ai trouvé qu'il avait un peu plus de mal à féconder, donc je pense que l'année prochaine je vais faire ça. Dans mon semoir 37,5 8 rangs 3 mètres, je pense que je vais mettre 4 éléments en variété grand roux basque et 4 éléments de cette variété jaune comme ça. Pour la majorité, et bien sûr je garderai des champs purs pour la variété. Mais ce maïs là, il a, je trouve, beaucoup de moins de mal à féconder, parce qu'en général c'est ça qui se passe en variété population, c'est-à-dire tous les pieds de maïs ne fécondent pas d'épis. Donc en fait, vous n'avez pas un maïs, vous avez l'équivalent d'un poireau dans le champ. Mais là, quand on regarde, tous les pieds ont au moins un épi. Et donc là on en a, celui-là il y en a 2. Donc c'est pour vous montrer que variété population, en tout cas pour mon contexte, de mettre peu d'engrais, le moins d'intrants possible à l'hectare, le plus de pieds possible de maïs à l'hectare. Parce que je pense que l'année prochaine je vais encore augmenter en population hectare. Je pense que je vais passer autour des 150 000 voire des 160 000 pieds hectare. Au final je vais revenir à ce que je faisais en 75. Enfin, ce qu'on faisait avec mon père en 75, c'est-à-dire on se met le maïs à 75 et on le mettait à 14 ou 16 sur le rang. Et au final, en fait, je vais revenir à ce qu'on faisait, mais à 37,5. C'est-à-dire que je vais tout semer en variété population, vu que la semence, le prix de la semence à l'hectare ne sera plus un problème parce qu'il n'y aura que le triage, et remettre sur le rang à 14 ou 16 pour avoir une densité de maïs maximum, et voir si en mettant si peu d'engrais et des variétés population, on peut arriver à faire sensiblement les mêmes rendements qu'on faisait en variété hybride, c'est-à-dire entre 60 et 80 secs suivant les années. Les bonnes années on fait 80 quintaux secs et les très mauvaises années on fait 40-50 quoi. Enfin en 2022 c'est ça que c'est. Mais à l'époque on n'avait pas notre semoir et on se met pas à 37,5. Donc là on se retrouve dans une parcelle de blé. Ça c'est pareil, j'en avais pas parlé sur la fin après le blé févrole. En gros j'ai récolté une parcelle de lin sur la ferme juste pour garder la semence, mais en gros j'ai récupéré que 500 kg quoi, 1 kg 1 tonne. Et ensuite il y avait un mélange que j'avais fait, ça j'en avais pas parlé parce que j'étais pas sûr de mon coup en le semant, j'attendais de voir ce que ça donne. Et grosso modo ce qu'on a fait c'est ça, c'est une parcelle de blé initialement, et en fait le blé avait dans la majorité du champ noyé.
Et c'était la même chose sur la majorité des parcelles semées en triticale à la base. Et on avait pas mal de levées de graminées style raigrave, vulpin, compagnie, pâturin, etc. Et donc ce qu'on avait choisi de faire en gros, c'est de semer en direct de l'orge de printemps en sursemis par-dessus. Donc ça, il n'y a que en semi-direct qu'on peut le faire. Et donc ça a été fait sans glypho, parce que sinon il n'y aurait pas eu de mélange, ce que j'appelle du métail gras en rigolant, même si c'est pas du métail parce qu'il n'y a pas de légumineuses ou de protéagineux avec. Mais grosso modo, c'est ça qu'on avait fait, sursemer à l'orge de printemps à 180 kg/hectare. Et on avait choisi de faire ça plutôt que de mettre de l'engrais et donner de l'engrais aux graminées qui étaient là. On avait choisi de sursemer, donc ça faisait 12 hectares au total. Donc cette parcelle-là, 3 hectares de blé, 9 de triticale qui avaient pour la plupart noyé. Et donc aux alentours du 15 mars, on avait sursemé avec de l'orge de printemps. Et ça faisait au final un métail grain qui n'était pas trop déconnant par rapport au blé. Donc parler des rendements et bilan des moissons comme j'ai dit en début de vidéo cette année. Donc orge de printemps, orge d'hiver entre 60 et 65 de moyenne sur 8 hectares. Les PS, on m'a dit, site TPS, l'orge d'hiver on est à 60. Protéines, l'appareil sur lequel j'ai testé, j'ai pas la protéine, il faudrait que je la fasse, mais en général on est plutôt bon autour des protéines. En moyenne on est autour des 11-12. En blé, ça a fait, sur 5 hectares et demi, ça a fait 40. Là, sur les 12 hectares de mélange grain fourragé, orge de printemps, blé, triticale, ça a fait 35-40. Voilà. Donc, ce qui n'est pas déconnant pour avoir mis 0 engrais. C'est surtout ça que le rendement est ridicule, hein, on est d'accord. Par contre, plus économique que mon blé où j'ai mis un fongi et 120 unités d'azote. Parce que là, j'ai pas mis d'azote, j'ai fait sensiblement le même rendement. Et là, on se retrouve pour voir la levée du couvert. Et oui, pour les PS du mélange grain, on est à 72 et PS du blé, on est à 73. Ça me permet aussi de parler de l'arnaque de la protéine et du PS qui a augmenté, je crois, si je dis pas de bêtises. En PS, maintenant, ce qui est accepté en coopérative, pour pas prendre de pénalité sur le prix, on est passé de 75 à 76. Et en plus, on a baissé en humidité. Maintenant, c'est plus 16, c'est 15,5, je crois. Donc ça s'explique par le fait que pour l'humidité, c'est parce que vis-à-vis des lois de plus en plus restrictives sur l'environnement, ils ont supprimé les insecticides dans les stockages. Donc il faut diminuer le taux d'humidité pour qu'il y ait moins de prolifération de charançons et d'autres insectes. Donc ça, c'est pour ça qu'ils ont baissé le taux d'humidité acceptable pendant la moisson. Et pour le PS et le taux de protéines, ça c'est à mon sens encore une fois une arnaque pour nous faire acheter le plus d'engrais possible. Parce que qu'est-ce qui fait la grosseur des grains et le taux de protéines dans le grain, c'est les apports d'azote ou du moins l'assimilation de l'azote par les plantes. Et ça, c'est un non-sens. Je pense pas qu'il y a 200 ans, ils se posaient la question du PS et du taux de protéines dans le blé pour faire du pain. Je pense que peu importe, et pareil pour le grain cassé, le petit grain, je pense qu'autrefois ils se posaient pas la question. Il n'y avait pas de perte, je pense qu'une tonne de blé c'était une tonne de blé. On se posait pas la question du PS, etc. pour faire du pain avec. Or aujourd'hui, on nous explique sans cesse qu'il faut nourrir le monde, etc. et on est sans cesse pénalisé sur la tonne de blé. C'est pour ça qu'à mon sens, il faut en venir petit à petit de plus en plus vers du circuit court, de la transfo et du stockage à la ferme, parce que aujourd'hui tout est fait pour vous pénaliser à la tonne, pour vous payer le moins cher possible la tonne de blé en permanence. Donc voilà, pour ça c'est pour le PS. Et ensuite on se retrouve dans la levée du couvert que c'était dans la dernière vidéo ou cette vidéo ou un début de vidéo que j'en ai parlé, où on a semé des dérobés sur une quinzaine d'hectares sur la parcelle de blé, sur les 9 hectares qu'on a là, que j'avais récolté en mélange de grains. Pour vous aussi vous parler, on me demande souvent comment que ça se passe la transition en semi-direct, et je réponds toujours la même chose. En fait, ça dépend des parcelles. Il y a des parcelles où ça répond direct, vous passez un coup de glypho, un coup de semoir et un peu d'engrais et puis ça pousse parce que le sol est poussant. En général, c'est les parcelles où il y a eu le moins de passage d'outils et le moins d'engrais de synthèse ou de phyto qui a été mis dessus, où ça fonctionne le mieux en semi-direct. Parce que de toute façon, la main de l'homme n'a très peu impacté la biologie du sol, ou du moins on lui a foutu la paix parce que la parcelle est restée très longtemps en prairie. Et donc ça fait partie des parcelles qui répondent le moins. Donc on a une zone là, un grand rond. Le rond est en train de diminuer depuis 2 ans, mais en gros c'est ce qui se passe là sur cette parcelle. On a grosso modo un tiers de la parcelle où je sais pas ce qui se passe, où en gros la biologie démarre pas. Bon là on voit ça commence à arriver, on voit qu'il y a des graminées qui partent, des pieds de raigra ou des repousses de blé à la sortie de la moissonneuse.
On voit quand même qu'il y a quelques pieds de trèfle qui démarrent, donc on se voit que cette zone elle commence à reprendre vie et qu'elle commence à démarrer. Et donc c'est l'une des raisons de pourquoi en semi-direct il y en a plein qui sont en système labour et qui essayent le semi-direct. Et en fait dès la première année ça foire complet. Alors ça aussi j'en avais jamais parlé, on a supprimé, au départ je pensais que c'était les fongicides, mais en fait c'est tous les désherbages racinaires et anti-germinatifs. On parle tout le temps du glypho qui est le problème, alors qu'en fait c'est ces désherbages là, les pires à mon sens, c'est les produits qui polluent le plus, les anti-germinatifs et les produits et les désherbages racinaires qui restent très longtemps dans le champ. Parce que si le problème c'était le glypho, je pourrais pas semer, mettre mon coup de glypho le lendemain de mon semis. Alors que quand on a démarré le semi-direct, on avait des anti-germinatifs et produits racinaires qui étaient épandus depuis 6 mois et on avait encore les effets. Et en fait c'est ça qui se passe. Et on dit le semi-direct ça marche pas. Non, c'est que en fait si 6 mois auparavant dans votre précédente céréale vous avez mis des produits justement qui posent problème, des anti-germinatifs et qu'ils ont une rémanence de 2 ans, mais en fait pendant 2 ans vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. En semi-direct il n'y a rien, enfin, ça va pas germer. En fait. Ou ça va germer par-ci par-là, mais il va y avoir de la concurrence parce qu'il y a la moitié de la semence qui n'a pas germé, etc. Et donc beaucoup font le raccourci de le semi-direct ça marche pas, on récolte pas le prix de la semence, alors que c'est l'inverse, c'est les actions qui ont été faites avant de passer en semi-direct qui font que ça ne germe pas. Et en fait pourquoi ça germe un travail du sol? Parce qu'en fait le passage d'un outil de travail du sol minéralise de la matière organique. Donc ça crée grosso modo des réactions chimiques dans le sol qui font que les produits qui ont de la rémanence se consomment plus vite dans le sol et donc on n'a pas les impacts à court terme en travail du sol. Et dès qu'on revient à quelque chose de plus naturel, on va dire, où on respecte mieux les cycles biologiques, et le sol il priorise le fait de dégrader ces produits-là avant de faire germer des trucs, des plantes que vous voulez. Et donc du coup ça germe pas. Ça n'a aucun rapport avec la technique, ça a à voir avec les précédentes actions que vous avez effectuées sur la parcelle, les précédents intrants. Et donc là on voit quand même qu'il y a du trèfle qui part. Donc le mélange c'est 25 kg de seigle, 20 kg de trèfle incarnat et 5 kg de trèfle blanc. Et le but c'est de le faucher. Le but c'est de le faucher en dérobé et récolter à l'autochargeuse comme on fait habituellement quoi. Donc de l'enrubanage en silo d'ensilage quoi, grosso modo c'est ça. Et ce que j'aimerais faire l'objectif ce serait de faucher et voir si on peut arriver à faire une culture de printemps sous couvert permanent de trèfle. J'aimerais bien que le couvert de trèfle soit bien réparti de manière homogène, prenne le dessus à ras du sol après le fauchage du dérobé. Le top du top, ce serait que j'arrive à semer un maïs, un tournesol en direct en supprimant le glypho sur cette partie. Donc là, il y en a eu un glypho. Avant le glypho, il y a eu épandage de matière organique, donc on peut le voir par terre. On voit le fumier qui est épandu à même le sol. Donc grosso modo 15 kg de fumier de bovin à l'engraissement. Donc c'est pas mal. Et ensuite on a en stock, là on avait du compost ménager, donc j'ai remis par-dessus. Grosso modo on est à 10 tonnes de compost ménager, donc grosso modo on est à 20-25 tonnes de matière organique pure épandue à même le sol comme ça. Pareil pour ceux qui sont sceptiques sur l'épandage de la matière organique à même le sol, juste un petit truc pour vous convaincre là-dessus. Quand vous avez des vaches qui pâturent dans un champ, sur une prairie, quand vous sortez les vaches du champ, vous ne passez pas un coup de déchômeur parce qu'il y a des vaches qui ont fait des bouses dans le champ. Donc les épandages de fumier, c'est pareil, c'est de la bouse concentrée. Donc c'est là qu'on voit qu'on arrive en confrontation avec les mecs qui pondent des lois à l'Europe du bureau, parce que normalement si on épand des fumures, normalement il faut les enfouir avec du travail du sol. Mais par contre quand on fait pâturer des vaches et qu'elles chient dans le champ, on ne met pas de coup de déchômeur sur la prairie à chaque fois que les vaches sont passées. Donc c'est là qu'on arrive encore une fois en confrontation avec la loi et ce qu'il faudrait faire, parce qu'il n'y a absolument aucun besoin d'enfouir les déchets, d'enfouir les fumures, que ce soit fumier, lisier, compost, donc voilà. Donc sur cette parcelle-là, il y a eu du compost ménager. Sur d'autres parcelles, j'avais de la plaquette industrielle de déchetterie. En gros, c'est des meubles et du contreplaqué, des palettes broyées. En gros, je les ai épandus dans le champ sur l'Acuma. Sur l'épandeur, on a une table d'épandage, j'ai épandu comme ça. Mais pareil que le compost là. Donc grosso modo, sur les 15 hectares de couverts que j'ai semés pour l'instant, on a 25 tonnes de matière organique pure qui a été épandue à l'hectare. Donc pour les céréaliers qui se posaient la question de pourquoi on exporte les pailles, on n'exporte pas la paille, on la presse, on la met dans le bâtiment, on la met dans les aires paillées des vaches et en fait elle revient l'année d'après sur les parcelles. Donc voilà, donc on termine le tour des parcelles dans la parcelle de sarrasin derrière l'orge d'hiver.
Donc, je rappelle, orge d'hiver 60-65 quintaux. Donc c'était de l'orge d'hiver fourragère. Donc l'essentiel des céréales sur la ferme, elles vont être broyées, enfin elles vont être aplaties, mis en farine pour les vaches. Pour ça, ils vont dire les PS c'est ridicule, je m'en fous, une tonne c'est une tonne. Il faudrait que je teste la protéine justement. Et justement ce qui est plus important pour de l'orge fourragère et des céréales de manière générale, quand on les valorise en élevage, le but c'est toute protéine justement. Et le PS on s'en fiche un peu, soit récolté dans de bonnes conditions, qu'il y ait déjà de quoi récolter. Et donc du coup pour occuper le terrain, et comme dirait Noël de Neuville que j'ai rencontré à la journée SCV sur son exploitation, quitte à faire un couvert d'été, autant le semer et le récolter. Donc là c'est le but d'essayer de faire une deuxième culture avec le sarrasin. On voit quelques pieds de colza, c'est pas intentionnel, c'est qu'on a acheté de la semence fermière et on s'est aperçu en la semence que il y avait quelques graines de colza, donc c'est pas grave, c'est pas gênant comme ça. On voit que les grains commencent à se former pas mal. Ça n'a rien à voir avec un sarrasin qui est semé aux alentours de début juin, voire au mois de mai, qui est semé en culture, vraiment culture avec objectif de rendement. Là c'est surtout un couvert d'été, opportuniste. Donc si on récolte, ça va faire autour des 5-10 quintaux en sarrasin, quoi. Le but c'est pas c'est pas une culture principale, c'est une culture opportuniste qui a un système racinaire qui diffuse des mycotoxines dans le sol pour désherber. Donc le but c'est d'occuper le terrain tout l'été, une partie de l'automne, jusqu'au semis d'automne, à voir si on fait un dérobé ou si on fait une autre céréale derrière, à voir. De désherber un maximum et de pourquoi pas le récolter en deuxième culture. Donc pour l'instant c'est pas sûr, au vu des conditions de météo qu'on se mange pour l'instant, on n'est encore pas du tout sûr de le récolter. On verra comment ça se profile. Le top du top, ce serait qu'on ait une fenêtre de beau mi-octobre, fin octobre, qu'on puisse le faucher. Soit je mets des doigts releveurs sur ma coupe de batteuse et ça va être un peu du bouticage pour récolter. Soit on arrive à se procurer un pick-up à mettre sur la machine et on fauche et on récolte au pick-up. Mais à mon avis, ça va être très compliqué de le récolter à la coupe directe. C'est pour ça que je pense que pour du sarrasin qui est semé très tard, à mon avis, c'est très compliqué de le récolter à la coupe directe. Il vaut mieux attendre une fenêtre de beau, le faucher au début de la fenêtre de beau et le récolter en andin plutôt qu'en pleine coupe. Donc voilà, donc pour conclure cette vidéo, les céréales de cette année vont être essentiellement faites pour être autoconsommées sur l'exploitation. C'était le but en laissement. On savait très bien qu'en 2024, au vu des conditions d'automne et de décembre 2023, on savait très bien qu'on n'allait pas faire des rendements extraordinaires au vu des conditions de semis. On savait très bien qu'en 2024, pour les moissons 2024, les céréales n'allaient pas être magnifiques. Donc le but en laissement était d'aller au plus économique possible, aller au plus pragmatique, faire les parcelles qui étaient les plus saines, voilà. Optimiser, comme j'ai fait sur certaines parcelles, optimiser le tridical avec des sursemis d'orge de printemps pour engager le moins de frais possible. Et le but, et il a été réalisé, c'était de, quoi qu'il arrive, ne pas perdre d'argent. On savait très bien qu'on n'allait pas en gagner cette année. Et donc le but, c'était d'être opportuniste un maximum, engager le moins de frais possible, passer le moins de temps dans les champs possible et épandre dans les champs le moins d'intrants possible. Donc les rendements sont ce qu'ils sont. Les PS sont ce qu'ils sont, mais au moins c'est économique et pour l'année c'était exactement ce que au minimum il fallait faire à mon sens. Donc voilà, donc on verra si ensuite sur cette parcelle là, en plus des 65 quintaux d'orge, 60-65 quintaux d'orge, on arrive à récolter 5 ou 10 quintaux en plus de sarrasin. Dans l'objectif de les années suivantes, arriver sur pas mal de parcelles, arriver à cumuler les doubles cultures un maximum, en vue de faire de plus en plus de double culture et diminuer les intrants en termes d'engrais sur le maximum de cultures. Donc voilà. Donc toutes les parcelles à céréales, pour ce qui est prévu de faire après, c'est dérober en vue d'un futur maïs, un tournesol, enfin une culture de printemps quoi. Et voilà, et on se retrouve dans les prochaines vidéos pour les futures récoltes, les ensilages qui n'ont pas été faits et les battages de maïs. Donc à la prochaine tout le monde, salut!